Coucou tout le monde, c'est Capet. Aujourd'hui, on continue la série. On va analyser le top 100 des cryptos. On s'était laissé à peu près au top 35 dans la vidéo précédente que j'ai sortie sur YouTube. Je suis d'ailleurs très content parce que c'est un format qui vous a beaucoup plu pour le coup. Vous me faites toujours des messages super sympas et franchement, bah, merci beaucoup. Donc on va continuer. On va enchaîner par le top 35. J'avais oublié aussi Internet Computer, donc on va faire un petit rattrapage. Je voulais pas le zapper. Et on va commencer avec MakerDAO. On va juste laisser le temps aux gens d'arriver dans le chat. Pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je me représente rapidement. Moi, c'est Capet, 7 ans dans les cryptos, cofondateur de coinacademy.fr. Moi, mon truc, c'est les fondamentaux et les altcoins. J'adore Bitcoin, j'adore Ethereum. Je suis investisseur. Mais je suis aussi fan de technologie et j'aime beaucoup cette concurrence des monnaies. Pour vous donner d'ailleurs un petit peu de matière avant de commencer, le temps que le chat arrive, sachez déjà que dans la description, vous trouverez en fait l'analyse de chaque jeton. J'entends par là que sur la vidéo précédente et sur cette vidéo, vous avez le timecode pour chaque jeton. Donc si vous voulez suivre un jeton en particulier et que vous n'avez pas le temps de regarder forcément tout d'un bloc, et ben servez-vous dans la description. Il faut savoir que quand j'ai commencé dans les crypto-monnaies, j'étais dans une période où je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était censure, monnaie, vie privée, ce genre de choses, mais aussi je m'intéressais beaucoup aux différents économistes ou passionnés d'économie comme Karl Marx, Hayek, Friedrich Hayek ou encore Keynes. Il y a des vidéos sur le sujet d'ailleurs. Et j'aime beaucoup la vision hayekienne, d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de gens dans les cryptos, qui est la vision de la concurrence des monnaies. Quand vous allez sur internet, concurrence des monnaies. Donc l'idée de la concurrence des monnaies, c'est que la bonne monnaie chasse la mauvaise. Donc en fait, l'idée c'est que normalement tout le monde devrait être capable de battre monnaie, pas forcément les gouvernements, dans le but de faire des monnaies qui rentrent en concurrence. Et après, c'est au marché de choisir quelle est sa monnaie préférée. Coucou le chat, coucou Colline, AD, Bano, Erotic, Hooligan, Stethoscope. On va démarrer, c'est parti. Donc, concurrence des monnaies, voilà, pour les intéressés. Comme d'habitude, je vous laisse un document lié à cette analyse. Je tiens à vous prévenir également, il y aura un partenaire encore pour cette émission. Cette fois, ce sera Massa. Il s'agit d'un Layer 1 made in France, mais pas seulement, qui vise la décentralisation ultime, donc un Layer 1 en Proof of Stake. On a déjà bossé avec eux, avec Coinacademy. Coinacademy est investisseur sur le projet, et aujourd'hui, donc, en plein milieu de cette émission, d'ici une quarantaine de minutes, ou d'ici une heure, on prendra le temps pour que je vous parle un petit peu des actualités, mais aussi du système de quête qui a été mis en place récemment, avec une récompense à la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on fera quelques quêtes ensemble, je vous expliquerai tout ça. Bref, allez, on attaque, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. On reprend donc avec un rattrapage sur Internet Computer que j'avais totalement zappé dans la partie 1 du coup. Donc Internet Computer, il est où? C'est vrai qu'on en a bouffé de la crypto. Hein. Donc Internet Computer, anciennement Definity, j'avais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc l'idée c'était de faire, on va dire, de la blockchain 3.0. Le 1.0 c'est Bitcoin, le 2.0 c'est Ethereum, le 3.0 c'est de rajouter beaucoup plus de complexité au niveau du code, au niveau de la gestion des données, etc. Donc pour arriver à plus de performance, eh bien ils ont fait un choix, c'est d'utiliser des data centers en guise de nœud validateur et de ne plus parler en transactions par seconde, mais en blocs par seconde. Donc sur le papier, très bien, avec beaucoup de rebranding, pas mal de choses. Donc c'est censé être une blockchain qui en a vraiment sous le capot. D'ailleurs, hein, c'est ce qu'ils montrent sur leur site, hein, ils parlent de blocs par seconde, ils parlent de parallèle subnet, comme s'il y avait 36 blockchains qui tournaient en même temps. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup de blocs, beaucoup de données qui sont enregistrées. Là, on est sur un équivalent de 4400 transactions par seconde. Qui écrit toutes ces données? J'aimerais bien le savoir d'ailleurs, parce que je connais pas beaucoup de monde qui utilise des applications sur ICP. Mais voilà, vous connaissez ma vision. Non, j'ai pas vu le débat là, Gougoun, pour le coup, je suis pas du tout au courant. Bon, vous connaissez ma vision, moi je donne sa chance à tout le monde. Et je dirais qu'en fait, ICP, au final, sur le papier, c'est puissant. Ils ont leur propre langage de programmation, mais pas seulement. Il me semble qu'ils font aussi du WebAssembly. Par contre, au niveau applicatif, voilà, on avait regardé un petit peu ensemble ce qu'il en était des applications. Pour le moment, c'est pas terrible. Ils ont fait un choix un peu trop avant-gardiste aussi, c'est d'héberger des domaines directement sur la blockchain. Donc jusque-là, pourquoi pas.
Mais le problème pour les domaines hébergés sur la blockchain, c'est souvent pour s'y connecter, vous avez besoin d'une connexion matérielle type YubiKey ou un Face ID sur un téléphone. Bref, c'est pas super niveau expérience utilisateur. Donc voilà, moi Internet Computer, au-delà du prix, parce que ça a été une catastrophe au niveau du prix, je pense que c'est un projet qui mérite d'exister, mais qui n'a pas encore eu le temps de briller. On va voir sur le prochain bull run s'ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Et si je devais faire une petite précision aussi, le CEO de Internet Computer, Dominique, qui est un mec absolument imbuvable sur les réseaux sociaux, je pense qu'il fait une compétition avec le CEO d'Avalanche. Voilà. Rien de personnel, bien entendu, mais quand tu es chef d'entreprise, faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre, et franchement, Dominique, ça fait peur. Yo Louis, yo Bimbex. Ensuite, du coup, on devait enchaîner par Maker, et en fait, depuis la dernière mission, on voit que ça se bat entre Mantle et Maker. Donc écoutez, on va faire Maker puis Mantle. Alors Maker, l'idée c'est quoi? Sort le petit dégradé. Oui frérot, on est là, hein. Sortez avec le dégradé. Bref, Maker. Maker, l'idée c'est de faire une banque centrale décentralisée. Donc initialement, Maker qui est lié à un stablecoin qui s'appelle le DAI, que j'avais zappé d'ailleurs dans mon émission précédente. Donc on va parler de Maker et du DAI. Rassurez-vous, dans la documentation en description, je mets bien les deux. Voilà, l'idée c'est de faire une banque centrale décentralisée. Donc initialement émettre du DAI qui est un stablecoin indexé sur le dollar en fonction de capitaux en collatéral. Initialement c'était exclusivement de l'Ethereum en collatéral et aujourd'hui c'est plus que de l'Ethereum. D'ailleurs vous pouvez suivre tout ça en temps réel sur daistat.com. Voilà, donc Daistat qui vous permet de savoir un petit peu comment c'est géré en termes de collat. C'est surcollatéralisé à hauteur de 144%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour, je dis une bêtise, hein, pour 100 millions de dollars émis sous forme de DAI, eh bien, il y a plus de 144 millions de dollars de collatéraux sous forme d'Ethereum, de Real-World Assets et d'autres stablecoins. Là, c'est ce qui nous est précisé ici. Donc, RWA, c'est Real World Assets, ça peut être des métaux précieux, de l'or, de l'argent, des bons du trésor, bref, des produits de la finance traditionnelle qui génèrent généralement du rendement. Le but étant d'avoir une banque centrale qui fait travailler de l'argent et qui gagne de l'argent. Et d'ailleurs, petite précision, on n'en avait pas parlé dans l'émission précédente, quand on parle de l'USDC, de Circle, ou l'USDT de Tether, vous pensez bien que si vous mettez à disposition des stablecoins, c'est qu'ils ont un intérêt économique à le faire. Mais oui, en fait, plus il y a de la demande, plus en fait ils vont avoir de l'argent en collatéral derrière les USDC ou les USDT. Cet argent, ils vont le faire travailler, ça va leur rapporter un taux à l'année qui est de quelques pourcents, je vais pas dire de bêtises, mais quand tu fais quelques pourcents de plusieurs milliards de dollars, même dizaines de milliards de dollars, ça commence à faire beaucoup d'argent dans tes poches. Et donc là, l'idée, dans le cadre de Maker, c'est à la fois de proposer différents actifs qui font du rendement, mais aussi de diluer un maximum le risque. Parce qu'en fait, l'erreur, c'est que si tu as par exemple que de l'Ethereum en collatéral, si l'Ethereum se pète la gueule, et s'il se pète la gueule de plus de 40%, tu peux te retrouver sous-collatéralisé, ça peut devenir le gros bordel. Et ça peut créer un effet snowball très mauvais pour l'Ethereum et très mauvais pour l'écosystème Maker. Tandis que si tu dilues ton risque avec différents actifs, tu te détaches de ce problème. Donc l'idée, voilà, j'avoue que je connais pas exactement ce qu'ils ont en collat, mais comme je disais, probablement de l'immobilier, des métaux précieux, des bons du trésor américain, etc. Des stablecoins qui sont émis par différents acteurs, l'USDC de Circle, GUSD, c'est l'USD émis par Gemini, un exchange américain. On a aussi des Ethereum qui génèrent du rendement, puisque c'est du Wrapped State Ethereum. Et j'en passe. Ça pourrait être des NFT si les NFT rajoutaient du rendement. Tout à fait. Voilà, donc j'ai pris du temps pour Maker parce que c'est un projet pour répondre à la question, est-ce que c'est utile? Extrêmement utile pour proposer une alternative plus décentralisée de stablecoin. Problème cependant, le DAI reste quand même adossé au dollar américain, donc il y a toujours cette dépendance au dollar, aussi d'un point de vue réglementation, même si c'est censé être décentralisé. Ensuite, on a Mantle. Alors Mantle, anciennement BitDAO, c'est le layer 2 de la DAO de Bybit, Bybit l'exchange. On a d'ailleurs sur Coin Academy une analyse de Mantle qui a été faite assez récemment d'ailleurs. Je me permets de vous noter. Donc l'idée c'est quoi? C'est de proposer un autre layer 2 ultra modulaire et ultra performant dans l'écosystème Ethereum. C'est ce qu'on explique ici. On sait notamment qu'il va y avoir des données qui vont être stockées chez Ethereum, des données qui vont être stockées chez, comment ça s'appelle, EigenDA, qui est le Data Availability Layer de Wagon Layer.
Eigen Die. Je l'ai mal écrit, peut-être. Ah non, c'est qu'on n'a pas mis l'espace ici. Ok. EigenDie est sécurisé par le protocole EigenLayer. Donc EigenLayer qui va être une sorte d'écosystème blockchain où en fait tu utiliseras tes Ethereum stakés sous forme de liquid staking pour les restaker et les mettre en jeu pour sécuriser la blockchain Eigen. Donc c'est un concept qu'on appelle le restaking. Voilà. Et donc EigenDie, ce sera la partie data availability qui viendra faire concurrence directement à Celestia et Avail, l'initiative de Polygon. Bonsoir Mouton Power. Voilà, donc un layer 2 parmi tant d'autres. Voilà, dans une logique modulaire. Je sais plus si c'est un ZK EVM ou pas, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. On le précise pas. Un des points importants, Mantle et sa compatibilité avec les VM. Si, c'est de l'EVM. Et je sais pas en revanche si c'est un ZK. Ça, regardez. Vous voyez, alors, je fais ces lives de manière totalement spontanée, mais c'est fait exprès. C'est pour voir aussi. Quand j'ai un souci à avoir une info, bah vous montrer comment je vais chercher l'info. Upcoming, Active Project. Est-ce qu'il est dans les Active Project Mantle? Oui. This project is based on OVM's code. Et c'est quoi OVM? OVM, c'est quoi? C'est Optimistic VM? C'est quoi le dire? Attends. OVM. Rollup. Optimistic Virtual Machine, j'avais raison. Donc ça c'est basé sur Optimism, je pense. Ou alors c'est juste que c'est pas du ZK, c'est de l'optimisme. Voilà, tout simplement. Ok. Et ben j'aurais appris quelque chose. Pareil pour Métis, d'accord. Ouais, quand c'est basé sur un fork d'Optimism, ça s'appelle de l'OVM. Très bien. Et ben on aura appris un truc. Voilà, je vous laisserai regarder plus en détail Mantle. Utile, oui, en tout cas, dans cette course au roll-up. On imagine que les roll-up vont rapporter beaucoup de valeur à Ethereum, donc il a le don d'exister. Et d'ailleurs, petite précision pour terminer, à la base c'est une initiative de la DAO de Bybit, donc l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de décentralisé, même si c'était brandé Bybit derrière. Au final, plus ça va aller, plus ça va se détacher de Bybit. Injective, je crois qu'on n'en a pas encore parlé, non? T'inquiète pas, Liro. Caspa, on n'en a pas parlé non plus, que je sache. On a d'ailleurs une analyse fondamentale qui est presque prête sur Coin Academy à ce sujet. Ensuite, on a Quant QNT. Alors, Quant, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, sur le bullrun précédent, donc quand j'appelle le bullrun précédent, je parle de 2017, on avait plusieurs concurrents dans ce qu'on appelle l'interopérabilité. On était encore très loin de Cosmos, Polkadot, etc. À l'époque, les rois de l'interopérabilité, c'était ICX, un grand favori, Iconix, qui est d'ailleurs dans le top 200 maintenant. Voilà, 175e. OneChain, qui doit être à des années-lumière. Voilà, top 470. Ion, qui doit être parti à la cave complètement, lui il est mort, voilà, top 2000. Et Quant s'est pointé après. Donc en fait, le problème de l'interopérabilité à l'époque, c'est qu'en fait, tout le monde devait s'adapter à ces nouveaux protocoles et pour s'intégrer à eux. Et Quant était venu un petit peu comme le Messi, avec une solution technique plus facile à adapter. Au final, il y a eu un pivot, j'ai pas trop compris, on dirait qu'ils se sont institutionnalisés et au final, ils sont complètement sortis de cette logique de départ pour proposer en fait un protocole qui vient se connecter à d'autres protocoles type Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. pour les entreprises et pour vendre un forfait entreprise. Alors, je vais être très sincère avec vous, c'est un projet qui a beaucoup changé. Et je pense que c'est un projet qui a beaucoup changé parce qu'ils sont pas capables d'avoir une bonne vision. Donc c'est un petit peu critique ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, à la base, faire un protocole interconnecté à d'autres crypto-monnaies, proposer un abonnement mensuel ou annuel à des entreprises type Google, etc. Est-ce que tu as besoin d'une crypto pour ça? Non. Et le truc, c'est qu'ils ont lancé leur jeton QNT un peu pour faire office de jeton que tu utilises pour acheter ces abonnements. Alors, est-ce que le business model a évolué depuis? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, sur le terrain de l'interopérabilité, aujourd'hui, bah voilà, hein, on l'a vu, hein, tu as du Cosmos, tu as du Polkadot, tu as aussi ce que je vous ai présenté en live récemment, on aura la rediff sur la chaîne YouTube, c'est Hyperlane. Donc pour moi, Quant, à part toucher les institutionnels, c'est poubelle en fait. Donc est-ce que c'est utile? Ça peut être utile à des instits. N'étant pas instit, j'ai pas testé la solution, donc je ne saurais pas vous dire. Mais moi j'ai un peu de mal avec Quant, personnellement. Et c'est un projet qu'on n'a pas analysé, je crois, sur Coin Academy, mais laissez-moi vérifier. Parce qu'on a tellement fait qu'avec un peu de chance, celui-là aussi on l'a fait. Eh si, on l'a fait l'an dernier, d'ailleurs. La promesse d'une interopérabilité totale, et ben voilà. Si vous voulez lire
vous l'avez. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Laissez-moi regarder le chat. C'est un top 200. Il va parler de casse-pas, t'inquiète. Voilà. Mon plus grand critère est de connaître la nationalité du projet. Vous êtes des fous. Injective, ouais, c'est un beau projet. Hein. Si on passe dessus ce soir, ça me fait très plaisir d'en parler. Bon, regardez, on a du beau projet. Ensuite, on a Aptos. Alors, Aptos, c'est un Layer 1 dit monolithique qui a été lancé avec une autre initiative qui devrait être pas loin, qui s'appelle Sui. Permettez-moi donc de vous parler de Sui et de Aptos, même s'ils sont très éloignés les deux l'un de l'autre, parce que ça va ensemble en fait. Il y a une histoire derrière. Donc Aptos et Sui. Alors sachez d'ailleurs que pour ce qui est d'Aptos, ça a été analysé chez nous. Sui aussi. Voilà. Voilà, pardon. Et de mémoire, on a fait aussi traduire un white paper. Je sais plus si c'est Aptos ou Sui. Laissez-moi. Je pense que c'est le white paper d'Aptos qui a été traduit. Ouais. White paper en français en exclusivité sur Coin Academy pour les intéressés. Voilà, donc reprenons. Donc Sui et Aptos. Pour vous expliquer l'histoire derrière Sui et Aptos, c'est super intéressant. Alors, en fait, si vous voulez, pareil, bullrun précédent, hein, année 2017-2018, il y avait cette course à comment on fait un Ethereum en mieux. Donc, quelles étaient les plus grosses critiques à faire d'Ethereum? Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là dans l'émission précédente. On veut un Ethereum qui soit plus rapide, moins cher, capable de gérer plus de transactions à la seconde, et si possible avec un langage de programmation qui soit beaucoup plus sécurisé que Solidity. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, à la base, ce sont les enfants d'un projet créé par Facebook qui s'appelait Libra. Libra, ça devait être une monnaie créée par Facebook, backée à la base par différentes devises, je crois, ou même avant d'être backée par des devises, ça devait être backé par deux types de collatéraux. Ensuite, c'est devenu des devises. Bref, Facebook s'est fait monter en l'air pendant l'année 2019 par le Fonds monétaire international, par les banques centrales, les différents gouvernements, etc. Tout le monde s'est rivé sur Facebook. Et en fait, c'était plutôt cool parce que du coup, comme les gouvernements, ils mettaient la misère à Facebook, ils crachaient moins sur Bitcoin. Et ça a permis Bitcoin d'avoir un petit peu la paix en 2019. Il en avait bien besoin parce que Bitcoin, en 2019, il avait pris sacrément cher. Hein. Souvenez-vous, les gars, mais voilà, hein, Bitcoin, il avait fondu du top 20 000 $. On était allé jusqu'à 3 600 $. Donc, il avait pris quand même sacrément cher. Donc, ils ont bien épongé pour lui. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Le projet donc Libra s'est fait attaquer de toutes parts. Ensuite, c'est devenu Diem. Ça fait attaquer de toutes parts le projet Diem. Et après, les équipes derrière Libra et Diem se sont split pour faire différentes crypto-monnaies. Et donc, si vous voulez, derrière Aptos et Sui, il y a un langage de programmation qui s'appelle le langage Move. Il faut savoir que c'est le cofondateur de Sui qui a créé le Move, qui a d'ailleurs forqué ce langage pour faire un langage un petit peu plus avancé qui s'appelle SuiMove. Tandis que Aptos garde l'ancien langage qui s'appelle le Move. Il y a d'autres projets qui sont basés sur Move, notamment des roll-ups qui vont arriver sur différents écosystèmes avec ce langage Move. Solana est censé gérer le Move, en tout cas c'était dans la documentation. Et il y a d'autres projets que je connais moins qui sont peu capitalisés. Alors du coup, on se pose la question, pourquoi Aptos est 39e alors que Sui est 92e? Alors je vais vous répondre tout de suite, en sachant que c'est le cofondateur de Sui qui a créé le Move. Parce qu'Aptos est sorti avant Sui, déjà pour commencer. Et en plus de ça, Aptos est sorti vraiment en début de bear market, alors que Sui s'est pris bear market plein fouet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la capitalisation après dilution, ici, elle est à 4,3 milliards, tandis que sur Aptos, elle est à 5,5 milliards. Voilà. Donc bonne chance à Sui. Sui n'a pas rebondi. Aptos, je crois qu'il y a eu des signaux de force récents. Non, même pas. Donc il va falloir surveiller les deux côtés. Moi, je pense que quand l'un va pumper, l'autre va pumper. Et en sachant que Sui est moins capitalisé, il y aurait peut-être un monde où Sui a plus de potentiel d'upside. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez. C'est juste comment moi je réagirais par rapport à ça. Je pense qu'il y a un coup à faire. Dans le sens où, voilà, dans les concurrents, les vrais prétendants à la concurrence d'Ethereum, pour moi, c'est clairement Solana, Aptos, Sui, et après les blockchains de l'écosystème Cosmos comme C-Network, Injective, etc. Voilà. Mais Sui et Aptos, je pense qu'il y a un monde où ils existent pendant le prochain bull run.
Donc est-ce qu'ils sont utiles? Oui, parce que théoriquement, il y a de la performance. Après, dans les faits, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre, surtout de SUI, comme quoi il y a eu des bugs, etc. Donc on va voir si, une fois qu'il y aura beaucoup de charges, ça va reprendre. Si ça continue de bugger, bon bah voilà, ça part à la cave et on n'en parle plus. Voilà mes petits frérots, du coup. On va pouvoir enchaîner. Ensuite, il y a UOB, donc token de l'exchange UOB. J'ai pas souvenir qu'ils aient leur propre blockchain, non. Hein. De toute façon, voilà. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu les contrats où ils sont émis. Donc en fait, on a un jeton RC20 sur Ethereum, un sur Harmony, un sur Near Protocol et un sur Elastos. Elastos qui était un gros concurrent de EOS à l'époque qui a jamais percé. On en parlera quand on fera un top 500 en vidéo YouTube. Bref, donc jeton d'exchange UOB. UOB qui était initialement un très gros exchange coréen. Sauf que les pauvres coréens, ils se sont fait démolir sur ces 2 derniers bullruns. Il y a eu beaucoup d'exchanges qui se sont fait pirater. Il me semble qu'UOB s'est fait pirater. Aujourd'hui, UOB a du mal à rester rentable. Des fois, tu te demandes encore s'ils sont vraiment solvables. Et j'accuse, sans grosse preuve, mais je pense très fortement que la Corée du Nord a participé au piratage d'UOB. Et aujourd'hui, bon bah, UOB bat de l'aile. Et en backstage, tu as Justin Sun, le fondateur de Tron, qui est dans les personnes importantes d'UOB, voire qui a racheté UOB en backstage. Mais ça, on le sait pas. C'est-à-dire que lui, il dément publiquement comme quoi ça a été racheté, mais peut-être que si, ça a été racheté. En tout cas, il dément. Et je pense qu'il dément parce que s'il l'a fait, potentiellement, il y a peut-être même de l'implication avec le gouvernement chinois derrière. Alors je sais que ça fait un petit peu théoricien du complot, mais faut savoir qu'ils fonctionnent beaucoup comme ça, les Chinois. Ils sont capables... le gouvernement est capable de mettre des billes vraiment partout sans que tu sois forcément apte à l'identifier. Ceux qui s'intéressent beaucoup aux services secrets chinois le savent. S'il y a beaucoup de business chinois qui se lancent en Europe, en Amérique, etc., parfois c'est financé par le gouvernement en backstage. Donc, voilà, c'est une bonne guerre après. Donc, utile UOB, bof. Jeton d'exchange, quoi. En fait, à l'époque où ça a été émis, bah, c'était à une époque où il n'y avait pas tous ces problèmes réglementaires. Il y a un monde où UOB est reconsidéré comme une security, en fait. Parce que quelle est la différence avec de l'actionnariat? Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, Mina Protocol. Mina Protocol que je maîtrise moins, mais qui est un superbe projet. Mina. Donc, en fait, c'est un des premiers projets à embrasser cette logique Zero Knowledge Proof, vous savez, les preuves nulles de connaissance. L'idée, c'est d'avoir une blockchain extrêmement légère. Parce que la problématique, dans la blockchain, souvent, c'est que tu dois garder l'intégralité de la blockchain sur un disque pour t'assurer que toutes les transactions sont conformes. Donc toutes les transactions passées, tu dois les garder. On l'a vu dans l'émission précédente, Bitcoin, Ethereum, tu as plus d'un demi-téra de données qui sont stockées. Pour le cas Solana, tu as peut-être 10 téras qui sont stockés. Donc ça fait énormément de données à stocker et c'est juste pas possible dans certains cas. Par exemple, ton téléphone, voilà, ton iPhone, ton smartphone Android... tu vas pas t'amuser à stocker plus d'une dizaine de gigas de blockchain. Donc, c'est pas envisageable. Et donc, grâce aux ZK, grâce au Zero Knowledge Proof, et je suis pas encore un spécialiste du sujet, là, ici, on est capable de prouver que les données sont conformes avec une blockchain extrêmement légère. En l'occurrence, 22 kilobits. Donc ça, c'est la magie du ZK. Donc l'intérêt, c'est ça. Du coup, ça permet d'avoir une belle décentralisation grâce aux ZK. Par contre, ça nécessite de la part des créateurs d'applications de s'adapter au langage de programmation spécifique à Mina. Et pour ce qui est des performances, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, utile, oui, extrêmement utile, parce que c'est un concept nouveau qui a été ouvert par Mina. Mais comme il y a des roll-ups, moi, je pense, hein, j'en suis pas convaincu. Mais la logique veut que Mina, à terme, devienne un roll-up. Parce que s'ils font cavalier seul en tant que layer 1, à mon avis, ils vont pas faire long feu. Après, je peux me tromper. Hein. Mais ils ont tout intérêt à le faire. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Spoiler, avant la prochaine masterclass. Pour ceux qui ne connaissent pas Canto,
Canto, c'est une blockchain de l'écosystème Cosmos qui a un fork de Vmos. Vmos qui était la première blockchain open à gérer l'Ethereum Virtual Machine sur Cosmos. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, Canto? Il y a très peu de temps, ils ont annoncé que Canto allait devenir un ZK Rollup sur Ethereum, alors qu'à la base, c'est un Layer 1 de l'écosystème Cosmos. Donc, vous voyez, c'est un move qu'on va le voir de plus en plus dans l'écosystème. C'est des Layer 1 qui disent bon, ok, le modulaire, c'est le turfu. J'ai pas intérêt à faire cavalier seul, donc vas-y, je vais devenir un rollup. Et après, tu peux être un rollup sur plusieurs chaînes. Hein. Bah non, sinon l'intérêt de Mina n'a aucun sens en L2. Bah, ça, on verra. Ça, on verra, Lagoon. Bref, BitTorrent. Non, attendez. Non, mais en fait, je suis allé partir à la fin du top 100. Je suis allé trop loin. Donc BitTorrent sera un autre moment. Excusez-moi. On va remonter. À la base, on était à Aptos et Sui. On est parti sur Mina. Bon, c'est pas grave. Et ben, on va continuer par VeChain, du coup. VeChain, qui est un chouchou de tous les gens qui rentrent dans les cryptos. Alors, pourquoi ? Parce que les gens qui rentrent dans les cryptos, ils se posent une question qui est parfaitement légitime. Yo Lali. La question, c'est comment je fais pour avoir une crypto qui serve à quelque chose. Parce que Bitcoin, je sais à quoi ça sert à peu près. Ethereum aussi, mais il y a beaucoup de cryptos qui servent à rien. VeChain, ça ressemble un peu à la blockchain qui sert à quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça sert à la supply chain, ça sert à la traçabilité. En gros, l'idée, c'est de permettre d'avoir une infrastructure blockchain pour les entreprises qui gèrent de la logistique, qui gèrent de la marchandise comme Louis Vuitton, BMW, etc. Toutes sortes de marchandises, hein. Ça peut être de la bouffe, ça peut être des voitures, ça peut être du luxe, etc. Les entreprises n'ont pas forcément envie de créer leur propre blockchain. Donc, VeChain vient leur proposer une infrastructure complète. Donc, c'est un projet chinois, je crois. En tout cas, asiatique, de sûr. En plus de ça, il a une valeur faciale extrêmement basse. Ils ont eu un marketing hyper violent sur le bull run de 2017 et ils ont réussi à survivre depuis. Donc on a un article sur le sujet, Coin Academy, VeChain. Il est superbe cet article d'ailleurs, je vous invite vraiment pour les passionnés à le lire. On y apprend un petit peu les différents produits qui ont été lancés. Donc c'est pas un modèle de décentralisation, hein, qu'on se le dise. C'est ce qu'on appelle du Proof of Authority. Donc tu as très peu de nœuds validateurs sur le réseau. Il faut énormément de jetons pour faire partie de la gouvernance. Là, apparemment, on nous indique qu'il y a 100 validateurs sur le réseau. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et voilà, il y a 2 jetons d'ailleurs. Ven, qui est un jeton de gouvernance qui sert à créer des nœuds validateurs. Et le VTHO, qui sert de gas token pour pouvoir utiliser l'écosystème VeChain. Et c'est là où tu vois que les gens sont absolument pas renseignés finalement. Parce que tu pourrais te dire... quitte à parier sur VeChain, autant parier sur le gas token, c'est-à-dire parier sur l'usage. Et en fait, tu te rends compte que le VeTor, il est 267 et le VeChain, il est 40e parce que le jeton de gouvernance s'appelle VeChain. Et que les gens, comme ils y captent rien, ils vont acheter le jeton qui s'appelle VeChain, ce qui est logique d'une certaine façon, tu vois. Donc bref, tout ça pour vous dire que y a 2 jetons. Et je sais plus où est-ce qu'on trouve les partenariats sur notre article. Je crois que notre article est incomplet. Et je m'en excuse. Mais en tout cas, il y a du partenariat avec BMW et compagnie pour de la supply chain. Et ça semble être utilisé. Et ça semble être utile. Il faut un petit peu de DeFi aussi. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on va vérifier ça. DeFi Llama. Il me semble qu'il y a des trucs qui sont build sur VeChain. Ouais, on n'a pas de TVL. Hein. J'ai rien dit. Il n'y a plus de DeFi. C'est finito. Ok. Il y en a eu, hein. Il y en a eu, hein. On avait 30 millions de TVL, mais là, depuis l'année 2022, c'est finito. Bon. Partir du principe que ça touche des institutionnels, que c'est utilisé, pourquoi pas. Mais est-ce que ça va continuer de bien performer à l'avenir? Pareil, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que c'est des inputs qui peuvent vous servir. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que, en fait, sur le marché de la supply chain, ils n'ont pas de concurrents. Très peu de concurrents. À part... Morpheus Network, qui est beaucoup moins capitalisé d'ailleurs. Ensuite, tous les petits noobs kiffent l'idée de la supply chain. Donc, tu auras toujours sur un nouveau bull run des petits noobs qui vont vouloir acheter du VeChain. Donc là-dessus, pourquoi pas. Allez, peut-être. Il y a moyen que ça tienne longtemps en fait.
Parce que les noobs, ils sont là, hein. Les noobs, ils achètent Ripple, ils achètent Cardano, ils achètent Doge, Shiba Inu. Pourquoi pas du VeChain, c'est quand même plus utile que les noms que j'ai cités juste avant, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Optimism. Optimism qui est le layer 2 le plus utilisé, je crois, hein, avec à côté Arbitrum. Bon, bah du coup, on va faire les deux. Optimism et Arbitrum, qui sont deux layers 2 basés sur ce qu'on appelle la technologie des optimistic rollups, c'est-à-dire qu'ils ont une approche optimiste des transactions. Alors, Coin Academy, Optimism. Et Coin Academy, Arbitrum, pardon. Le live vous plaît, les copains, ça va? On est moins haut dans le top 100, ça vous intéresse peut-être moins, mais en vrai, ça vous permet de comprendre l'histoire derrière tous les jetons. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, reprenons. Optimism et Arbitrum. Donc, deux solutions concurrentes qui gèrent les choses pas tout à fait de la même façon, mais à pas grand-chose près, c'est un peu la même chose. Merci beaucoup, Clash Royale, pour le sub. Picsou, et bah écoute, bienvenue, et puis sache qu'il y aura la rediffusion sur ma chaîne. Donc voilà, Arbitrum et Optimism qui sont les plus utilisés. Dans les deux cas, on a des jetons de gouvernance qui ont été airdrop, c'est-à-dire que Optimism n'est pas un gas token dans l'écosystème Optimism, il sert uniquement à faire des votes. Il ne sert pas à payer les frais de transaction. Même chose pour Arbitrum. Ensuite, au niveau des perfs, bon, il y a des petites différences, mais l'idée dans les deux cas, c'est de proposer aux gens de pouvoir très facilement émettre des layers 3, etc. Surtout dans le cas d'Optimism, par exemple, on sait que Base, le roll-up de Coinbase, est basé sur la technologie d'Optimism. Il y aura d'autres roll-up qui vont être ennemis sur la technologie d'Optimism. C'est un petit peu pareil avec Arbitrum, mais je crois qu'ils ont un peu de retard. Voilà. Et donc, dans les deux cas, il y a beaucoup d'usages. J'ai pas regardé cependant la DeFi, ce que ça donnait, mais il y a pas mal de gens qui build sur ces applications. On voit notamment les protocoles DeFi Synthetix, Velotron, AAV, Uniswap pour faire du swap, pour faire du rendement sur ces différents jetons, voilà, qui sont émis sur Optimism. Et ça va être pareil pour Arbitrum. Voilà, tous les gros protocoles DeFi se sont posés dessus. À la différence que JMX, qui a un exchange décentralisé, a choisi Arbitrum pour se construire. Pareil, JMX, top projet. Il n'y a pas photo, Radiant, je connais pas. Mais ça a l'air d'être un protocole de borrowing lending comme AAV. Ce sera live sur YouTube, ouais. Ce sera live sur YouTube, sur ma chaîne Capet Crypto, que je me permets de vous mettre en description. Si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Voilà, le document, pareil. Je mets les documents en description. Sur cette vidéo, ce sera pareil. Et je vous mets le lien pour me suivre sur Twitch pour les intéresser, pour ceux qui veulent voir ça en live et interagir. Et je vous mets le timecode pour tout suivre, jeton par jeton. Pour ceux qui veulent continuer petit à petit, parce que ça fait beaucoup d'informations à digérer. Bref, reprenons. Deux roll-up. Concept simple, une approche optimiste des transactions, c'est-à-dire toute transaction est jugée comme bonne par défaut, mais il y a un temps de litige où tu peux dire à horizon 1 semaine, 2 semaines, ça dépend des règles qui ont été définies. Écoute frérot, cette transaction elle est pas bonne, annule-moi tout. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et du coup, ça te permet de pouvoir traiter des transactions beaucoup plus vite. Et ça te permet aussi de faire passer beaucoup de transactions sur ces rollups plutôt que les faire passer directement sur Ethereum. Le but étant de, comment dire, de réduire la charge sur Ethereum et donc de faire payer moins de frais. Et aujourd'hui déjà, si tu vas sur L2Fees, c'est ça, L2Fees, tu peux voir un petit peu les frais de transaction pour une simple transaction et pour swapper des jetons sur les différents rollups. Donc on peut voir pour Arbitrum One et pour Optimism. Arbitrum One, c'est l'implémentation actuelle qui est utilisée actuellement sur Arbitrum. On voit donc qu'une transaction, c'est de l'ordre de 3 centimes pour l'un, 4 centimes pour l'autre. Un swap, c'est beaucoup plus cher parce que c'est des transactions qui sont beaucoup plus complexes. Sachez qu'avec la prochaine mise à jour d'Ethereum qui est prévue soit pour décembre, soit pour le premier trimestre 2024, ces frais de transaction vont au moins diviser par 10. Parce que justement, je vous réexplique rapidement. En gros, la prochaine mise à jour va mettre en place un nouveau système de transactions sur Ethereum dédié aux rollups. C'est-à-dire que les rollups vont pouvoir faire passer des transactions rien que pour elles. Est-ce qu'on dit elles ou eux? Pour elles, allez.
Et du coup, en fait, elles vont pouvoir faire passer des transactions éphémères, enfin, des données éphémères dans ces transactions. Comme c'est des données qui resteront pas à vie dans la blockchain, c'est des données qui, du sens de la machine, coûteront beaucoup moins cher. Et du coup, le fait que ça coûte moins cher sur Ethereum, on va pouvoir reporter ce coût sur les roll-ups, rendant ainsi les roll-ups beaucoup moins chers. Et ça, c'est une notion qui va être adaptée sur tous les roll-ups. Hein. Donc tous les roll-ups vont devenir moins chers. Voilà. Polygon, ZKEVM d'ailleurs, qui est grand favori. Starknet qui reste un petit peu plus cher quand même, pour le moment. Merci beaucoup Spock pour le sub. Yo Marsu. Il n'y a pas de gouvernance sur Arbitrum, ils ne tiennent pas en compte les votes. Oui, c'est vrai que la gouvernance, elle est un petit peu caca. Hein. Sur Arbitrum, ça fait très peur. Très très peur. Ok. Donc est-ce que c'est utile? Extrêmement utile hein, pour scale Ethereum, évidemment. Et je me permets de vous mettre le lien L de Fizz aussi dans la doc pour les intéresser. Continuons. Continuons. Donc ensuite, on a NIR Protocol, un autre Layer 1 monolithique, si on peut dire, qui a une logique assez proche de celle d'Avalanche, je dirais. Qui a un peu raté son bull run, d'ailleurs. Je connais pas le jeton Lucose, non pas encore en tout cas. Donc NIR Protocol, on a une analyse sur Coin Academy. Oui. Donc, eux, ils sont repartis de la logique de sharding. Vous savez, le fait d'avoir... comment dire, une blockchain principale avec des sous-blockchains qui vont traiter des transactions bien à elles en dessous. NIR Protocol a une façon spécifique de gérer les transactions qui est intéressante. On l'explique. C'est Nightshade. En fait, alors excusez-moi, de tête j'ai plus tout. Dans ces blocs, les transactions sont elles divisées en morceaux appelés chunks pour lesquels un chunk correspond à une shard. Ok. D'accord. Donc en fait, ça va construire des blocs et chaque sous-blockchain va avoir un espace dans le bloc pour chaque shard. Alors je sais pas combien il y a de shards, c'est-à-dire on va dire de mini-blockchain ou de subnet si vous préférez pour ceux qui connaissent Avalanche. En l'état, j'en connais qu'une, c'est Aurora, qui est la shard compatible Ethereum Virtual Machine. Bref. L'intérêt, c'est que plus tu as besoin en charge, et plus tu crées de sous-blockchain ou de shards. D'accord? Donc on est capable de gérer plusieurs milliers de transactions par seconde. La particularité de NIR Protocol, merci pour le sub-hero. La particularité de NIR Protocol, c'est que c'est des gens extrêmement brillants qui ont des grosses capacités en intelligence artificielle, je crois, qui sont derrière le projet. Ils ont levé énormément d'argent. Ils ont fait une ICO de folie d'ailleurs. CoinList NIR. Que je vérifie. Il me semble qu'ils avaient fait une performance de fou. Hein, entre le prix d'achat à l'ICO et les performances finales. Laissez-moi regarder. CoinList, 2 secondes. Je sais plus où est-ce qu'on voit tous les jetons qui ont été listés sur CoinList. Je crois qu'ils vont me demander de me login. Ah ouais, ça fait chier. Bref. À mon avis, parce que les performances sont plus autant en rendez-vous. Bref. Du coup, bon, on est sur un concurrent d'Avalanche, Solana, Sui, Aptos, etc. Est-ce qu'il se passe beaucoup de DeFi dessus? Laissez-moi voir. Ouais, on a quand même 35 millions de TVL avec un linéaire protocole de... Bon, du coup, tu as beaucoup de liquid staking. Ensuite, un protocole de lending borrowing. C'est intéressant parce que c'est des projets qui sont exclusifs à NIR Protocol, en fait. C'est pas du AAV Synthetix ou Uniswap. C'est vraiment leur projet à eux. Ils essaient tant bien que mal de s'en sortir. Ils ont levé énormément d'argent, donc ils ont beaucoup de budget pour faire du marketing. Et l'idée, un petit peu comme Cardano, c'est de permettre à des développeurs d'utiliser des langages de programmation du web traditionnel pour justement développer sur NIR. Voilà. Il y a aussi un système de partage des revenus, c'est bien que je l'ai sous les yeux. 30% des frais de gaz utilisés lors de l'exécution d'un smart contract revient directement au développeur du smart contract. Donc du coup, tu as un intérêt en tant que développeur à faire une belle application parce que s'il y a de l'usage, et ben, en plus de prendre des frais de transaction toi-même, tu as déjà des frais par défaut qui tombent dans tes caisses. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi.
Je viens de voir le mail de Binance annonçant que Binance France ne pourront plus acheter ni trader de Zcash, c'est une dinguerie. Bah, comme le Monero, je crois. Est-ce que Monero est encore sur Binance? Je sais pas, mais à mon avis, ça n'a pas duré. C'est parce que les transactions permettent l'anonymat. Et ils vont faire la guerre aux blockchains qui proposent de l'anonymat, du coup. Voilà. Bref, NIR Protocol, voilà, concurrent Solana et tout. Est-ce qu'il mérite d'exister? À mon sens, oui. Ensuite, AAV. Ah bah, AAV, là, déjà, gros spoiler. C'est un projet qui est utile, bien entendu. C'est le plus gros protocole de lending borrowing de l'écosystème crypto, qui s'appelait initialement Lend. Voilà. Excusez-moi. J'aimerais juste avoir accès à la page d'accueil. Si elle pouvait arrêter de bugger, on peut, nous aussi ou... Ah oui, il faut pas que j'aille sur la... Pardon. On a 7 milliards qui sont actuellement bloqués pour générer du rendement. C'est tout simplement un protocole qui vient un petit peu remplacer la banque, où tu peux mettre à disposition tes liquidités auprès d'autres personnes et toucher un rendement pour ça, ou alors emprunter des liquidités pour, contre un taux d'intérêt, parce que tu en as l'intérêt. Donc après, c'est à toi de faire tes calculs pour savoir si à un instant T, tu as intérêt de le faire. Alors, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que déjà, il faut savoir que quand tu vends une crypto, c'est considéré comme une vente, et en fonction de tel ou tel pays dans lequel tu es, tu vas devoir payer un impôt là-dessus. Alors que si tu empruntes à partir de ta crypto, c'est pas comme une vente. Donc déjà, ça peut te permettre potentiellement de passer au travers l'impôt. Attention, je vous dis pas de faire de la fraude fiscale, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est possible. Voilà, pour commencer. Il y a beaucoup de gens qui en jouent. Pour ça d'ailleurs que tu as des cartes bancaires crypto qui permettent d'utiliser tes cryptos en guise de collatéral pour faire des achats, des trucs comme ça. Donc ça permet de faire de l'optimisation fiscale, ça c'est un fait. Des fois aussi, tu peux te retrouver avec des protocoles de finances décentralisées où si tu arrives à trouver une petite faille, tu auras tout intérêt à poser du collat pour un autre actif, pour avoir un actif qui va te rapporter plus de rendement, etc. Bref, si tu es bon en finance, il y a moyen de ramasser des ronds grâce à ce type de protocole. Sachez que là, depuis tout à l'heure, je fais l'encyclopédie en crypto. Je suis très nul en finance décentralisée. Ça, c'est vraiment ma carence depuis toujours. Tout simplement parce que j'avais pris un peu mes distances avec le marché. J'avais pas totalement stoppé, mais 2020, j'ai pas trop surveillé. 2020, c'était la DeFi season. Donc, je suis passé un peu au travers. Mais il y a des choses à faire. Donc en fait, quand tu vas sur l'app, voilà, tu peux prêter des liquidités ou emprunter des liquidités. Donc c'est à toi de voir. Par exemple, au lieu d'avoir ta crypto-monnaie et rien en faire, et ben, tu peux la prêter, toucher un rendement et à tout moment récupérer ton argent. Les lockers de stake, tu peux en parler en écho de la DeFi. Je maîtrise pas, frérot. Si tu devais toucher un chèque là tout de suite pour quitter le monde des cryptos pour toujours, tu demanderais combien? Oula. C'est quoi, je te réponds? Au moins 3 millions. Parce que ça veut dire que si je ferais ça, 3 millions, je crée un studio de jeux vidéo. Hop. Tu vois. Enfin, je crée un studio de jeux vidéo, j'accomplis un autre rêve. Mais pourquoi pas moins? Parce que je pense qu'à terme, il y a moyen que j'aille les chercher. Et que, bon, forcément, quand tu prends un chèque, bah, tu te fais critiquer, etc., etc. Moi, les cryptos, j'adore ça. Aussi bien sur le plan idéologique, les valeurs, le côté politique, le côté économique, etc. Mais il ne faut pas oublier, hein, pour être transparent avec vous, pour moi, les cryptos, c'est aussi un levier pour gagner de l'argent, pour accomplir d'autres rêves. Et un de mes plus gros rêves, c'est de monter un studio de jeux vidéo. Et tu fumes tes 13 millions dans un jeu qui marche pas. Bah, c'est pas grave, j'aurais essayé, frérot. C'est pas grave. Rêve de gamin à accomplir. Est-ce qu'AAV est utile, du coup? Oui, absolument. C'est un des protocoles de finance décentralisée les plus utiles. Après, si on devait parler du jeton AAV... C'est un jeton de gouvernance, donc il faut participer à la gouvernance d'AAV. Donc ça, après, les jetons de gouvernance, voilà, c'est comme d'hab, les avis sont partagés à ce sujet. Ensuite, on a Kaspa. Alors Kaspa, bon, l'analyse fondamentale n'est pas encore dispo sur Coin Academy, mais ça arrive. Merci à DRTN pour le sub. On est déjà à 4 subs ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Donc Kaspa, c'est quoi? Kaspa, c'est le fruit de plusieurs altcoins qui sont nés les uns derrière les autres pour essayer de solutionner une problématique. C'est la problématique du block time. Vous le savez, dans le cas de Bitcoin,
on a un bloc toutes les 10 minutes. Alors je baisse un petit peu ma musique 2 secondes. Vous l'entendez peut-être pas trop, mais... Voilà. On a un bloc toutes les 10 minutes. Pourquoi on a fixé un bloc toutes les 10 minutes? Parce que on voulait que, même sur les connexions les plus pourries, tout le monde arrive à participer à Bitcoin, à la gestion de ses blocs, etc. Et en fait, Kaspa, c'est une crypto en Proof of Work qui a réussi à proposer un block time beaucoup plus rapide. Alors, c'est pas un block time constant, mais sans partir dans une logique de proof of stake, de faire des trucs bizarres qui vont ruiner la sécurité ou la décentralisation. En gros, si j'ai bien compris, Kaspa, ils ont réussi à améliorer grandement la capacité du block time et donc de la finalité des transactions tout en restant en proof of work. Donc déjà, il faut savoir que c'est pas pour me la racler ou quoi, le but c'est pas ça, c'est que ça fait 7 ans que je suis dans les cryptos. Quand tu arrives dans les cryptos, tu te dis au début, ouais, bon, Bitcoin c'est bien, après très rapidement, tu te dis, ouais, Bitcoin, bon, c'est lent, et puis c'est cher, et puis c'est pas moderne parce qu'on peut pas mettre des mises à jour, machin. Tu arrives avec ta science en mode, ouais, Bitcoin c'est voué à mourir parce qu'il y a mieux technologiquement. Ok. Ensuite, tu vas plus loin, tu dis ouais, le proof of work, ça pollue, ça va moins vite, machin, truc. Le proof of work, c'est voué à mourir. Avec l'expérience, tu dis non, le proof of work, c'est pas voué à mourir parce que déjà, c'est une des meilleures façons de distribuer du jeton sans faire d'ICO, sans faire de KYC, etc. En plus de ça, le proof of work, bah, dans proof of work, il y a work, donc c'est bagué par de l'énergie, par du matériel, donc c'est pas de l'argent qui tombe comme ça. Il y a quelque chose de tangible derrière. L'énergie, c'est tangible, l'électricité, c'est tangible. Le matériel, c'est pareil. Voilà. Donc Kaspa, c'est entre grandes parenthèses un Bitcoin amélioré. Pourquoi je mets des parenthèses? Parce que contrairement au cas Satoshi Nakamoto, c'est pas aussi décentralisé que Bitcoin. Il n'y a pas autant d'historique, il y a une équipe derrière qui est doxée, etc. Par contre, d'un point de vue protocole, c'est très intéressant parce que ça permet un block time beaucoup plus rapide. Je vous invite du coup à aller sur un block explorer qui fonctionne pour regarder un petit peu justement les derniers blocs. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu vois les blocs, ça s'enchaîne à peu près toutes les 2 secondes, des fois un petit peu moins. Ça veut dire qu'en proof of work, on est capable de miner un bloc toutes les 2 secondes quasiment. C'est extrêmement bas pour une blockchain en proof of work. Il y a même plein de blockchains en proof of stake qui ne permettent pas ça. Et c'est ça l'innovation. C'est ça qui est très fort en fait. Alors évidemment, il y a très peu de transactions par bloc. Mais ça, c'est pas grave. La gestion de la distrib, même pensée pour couper les herbes aux ASIC. D'accord. Ça, je savais pas. Comme pour merde. Monero, ils font la chasse aux ASIC. Très bon. Voilà, donc des très beaux projets sur le papier. En tout cas, qui séduit beaucoup. Hein. Ça se voit sur le price action en ce moment. Quitte à parier sur le proof of work, c'est un des grands favoris. C'est pas Ethereum classique. C'est pas Zcash qui a complètement raté son bull run. Pourquoi d'ailleurs Zcash a raté son bull run? Il est où là? Il est où Zcash? Il est plus dans le top 100. Il est plus dans le top 100. Putain, j'aurais aimé vous en parler aujourd'hui. Zcash, il faut savoir que les 4 premières années, à chaque fois que vous miniez un bloc, il y avait une partie du bloc reward de ce bloc qui partait dans les caisses des créateurs de Zcash. Donc ils ont bien mangé les copains. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout. Voilà. Il a déjà trop pump Kaspa, très probablement. Pour le moment, on est en permabull, c'est-à-dire que ça peut monter. Alors, pareil, ça pas un conseil d'investissement. Je suis pas devin, d'accord? C'est juste que d'expérience, je sais que quand c'est permabull comme ça, quand ça monte, surtout quand ça surperforme le reste du marché, tant que ça monte, faut profiter de la montée. Par contre, quand il va y avoir une cassure violente, c'est-à-dire, je pense, hein, si jamais ça casse et que ça repasse en dessous de ce niveau-là, il peut y avoir une inversion de tendance. Et si après, cette résistance-là sert de résistance pour l'inversion de tendance, ça risque de continuer à plonger. Et là, on peut commencer à se dire, ok, ça peut plonger pendant un bon petit moment. Le trader, c'est pas moi, c'est Picsou. Mais dans l'idée, c'est ça. Il avait dit d'ailleurs, hein, Picsou, hein, quand ça a commencé à casser par ici, tu vois, on était passé en dessous de ce niveau-là, on avait besoin de force, on a trouvé de la force, ça repart. Donc ça peut continuer, pendant longtemps comme ça. Surtout que si ça continue de monter, les mineurs de crypto-monnaies vont bien manger. Et si vous allez sur What to Mine, je pense clairement que c'est pas
que c'est pas la crypto-monnaie la plus rentable, mais ça en fait partie. Laissez-moi vérifier. Qu'est-ce qui se passe et où là-dedans? Alors, à la carte graphique, en tout cas, c'est nullissime. C'est moins rentable que l'Ethereum classique. Donc peut-être qu'il faut optimiser sa carte ou alors passer sur du AMD, je sais pas. Mais là, quand je vois ça, à chaud, quel est l'intérêt de miner du Kaspa? Puisque ça rapporte rien. Je comprends pas. Là, par contre, je suis curieux. Hein. C'est miné à l'ASIC. Attends, ASIC, Kaspa. Ok, t'as des ASIC Kaspa. Très bien. Alors, ça nous fait... Juste 2 secondes, parce que là, c'est intéressant. C'est mon côté mineur qui vient. On est à 65 watts, donc autant dire que tu perds rien d'électricité. 100 giga H secondes sur du KEVH. 2 secondes. KEVH, il est où? KEVH, il est là. 100 gigas, hein. Donc ça fait 100 000 mégas H secondes. Pour, on a dit, 65 watts. Je sais pas si cette ASIC c'est une arnaque. Hein. N'achetez pas ce truc hein, sans faire vos recherches avant. Mais en partant du principe que c'est pas une arnaque, avec un coût de l'électricité en France à 20 kg. Et voilà. Ah, c'est pas mal. Ça nous fait, après électricité, 1,37$ par jour. Pas mal, mais c'est pas fou. Le problème, c'est que je paye mon électricité trop cher. Donc, imaginons que j'achète ça au Kazakhstan à 4 centimes le kilowattheure. Bon, ça va pas changer grand-chose. Hein. On passe à 1,68. Ouais, même là, hein, la rentabilité, elle est pas là. Hein. La rentabilité, elle est pas là. Hein. Mais à mon avis, l'ASIC est trop cher. À mon avis, ça doit se toucher moins cher des ASIC Kaspa. Il faut surveiller. Ou alors être constructeur d'ASIC et à ce moment-là, bonne chance. Mais là, la rentabilité, elle y a pas. Voilà, en fait, pour vous expliquer, là c'est intéressant je pense, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça, c'est soit tu choisis ta carte graphique dans le lot, et en fait ça va te dire à peu près la puissance de calcul que tu auras et la consommation énergétique en fonction de l'algo. Donc déjà tu noteras que la consommation énergétique, elle change en fonction de l'algo. Et en fait, l'algo, bah, c'est derrière chaque crypto-monnaie, tu as un algorithme de hachage qui est différent pour justement essayer de se battre contre les ASICs, c'est-à-dire le matériel spécialisé pour le minage. Et donc, c'est à toi de calculer ta puissance de calcul versus ton coût énergétique versus ton coût matériel quand tu achètes le matériel pour voir si tu retombes sur tes pieds financièrement. C'est quoi un ASIC? C'est du matériel spécialisé. Regarde, c'est quoi? Pour ça, les gars, quand je vous fais de la pub sur des formations gratuites sur Bitcoin et compagnie, c'est pas pour vous emmerder. C'est qu'en fait, tu vas gagner un temps fou à comprendre comment ça fonctionne. Dans la formation Bitcoin, qui est dispo sur Coin Academy, je parle du fonctionnement du minage. Miner... Il est où là? Il est où l'épisode sur le mining? Mineur haineux, pardon. Mineur haineux. Voilà. Dans la partie mineur haineux, que je vous mets en description et dans la doc, miner Kaspa et miner crypto. Je vous explique le principe du minage, je vous explique aussi les différents types de composants. C'est cette partie-là qui va nous intéresser. Il faut comprendre que tu as toujours un trade à faire. Attendez, je dézoome un coup. Alors que tu vois la zik quand même. Tu as toujours un trade à faire entre la capacité générale de ton matériel et ses performances et son coût énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un processeur, tu vois, dans ton ordinateur, tu as un processeur et une carte graphique généralement. Ton processeur, il fait plein de types de calculs. Ok ? Ta carte graphique, elle va faire des calculs un peu plus spécifiques. C'est-à-dire que ta carte graphique ne pourra pas faire tous les trucs que peut faire un processeur. Par contre, elle est capable de le faire avec beaucoup plus de performance et potentiellement en consommant moins d'énergie. Et ensuite, tu as des composants encore plus spécialisés. Tu as ce que tu appelles du FPGA. Donc le FPGA, c'est un composant qui touche vraiment des gens qui sont branchés programmation à assez bas niveau et développement.
Voilà. Par exemple, là, vous voyez, il y a Xilinx. Xilinx, c'est une entreprise spécialisée en FPGA qui a d'ailleurs été rachetée par AMD. Et l'ASIC, c'est en quelque sorte un FPGA, mais en beaucoup plus rigide. C'est-à-dire que, tu vois, pour en revenir sur ça, le CPU, il fait plein de types de calculs. Les GPU font un peu moins de choses. Les FPGA font encore moins de choses. Ça nécessite beaucoup plus de programmation. Par contre, tu vois, tu as beaucoup plus de performance et un coût énergétique beaucoup plus faible. Et l'ASIC, en fait, je l'ai su parce que je connais des mineurs professionnels de crypto-monnaies. Généralement, quand une entreprise... elle construit un ASIC, par exemple Bitmain, qui est un des plus gros constructeurs d'ASIC, c'est-à-dire un des plus gros constructeurs de matériel spécialisé pour le mining au monde. Ce qu'ils font, c'est que d'abord, ils testent leurs ASIC sur du FPGA. En gros, ils programment un FPGA. Et une fois qu'ils ont trouvé un programme vraiment performant, ils le transvasent dans un ASIC pour avoir justement un ASIC qui est capable de faire une seule tâche, et uniquement une seule tâche, de façon optimisée, de sorte à avoir les performances maximales et la consommation énergétique la plus basse possible. Donc c'est clairement fait pour tabasser un algorithme, soit pour craquer des mots de passe, soit pour tabasser des algorithmes de crypto-monnaie. Par exemple, quand tu tapes mining Bitcoin, Bitcoin mining farm sur Google, tu verras ces grandes images avec des fermes composées exclusivement d'ASIC. Parce que miner du Bitcoin au FPGA, au processeur et à la carte graphique, c'est gaspiller de l'argent parce que tu es face à des gens qui sont équipés d'ASIC modernes, qui consomment peu d'électricité par rapport à la puissance énergétique. Voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, pour en revenir à Caspa, ils vont créer un algorithme qui est fait pour être miné soit par des processeurs, soit par des cartes graphiques. Et ensuite, tu vas avoir des gens qui sont capables de créer des ASIC qui vont essayer de reproduire ce qu'est capable de faire une carte graphique, mais sous forme d'ASIC, de sorte à avoir plus de performance et consommer moins d'énergie que la carte graphique. Et ensuite, si tu es capable de créer cet ASIC, tu vas tout simplement détruire toute concurrence sous forme de carte graphique. Et c'est pour ça que, généralement, les gens derrière ces crypto-monnaies, comme Monero ou comme Caspa, vont mettre à jour l'algorithme de sorte à ce que l'ASIC ne fonctionne plus sur cette crypto-monnaie. De sorte à essayer de décentraliser ou d'améliorer la compétitivité entre les mineurs. Donc c'est un trade, c'est un choix politique. Voilà. Merci beaucoup Lille, mais voilà. En tout cas, vous avez compris le principe. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 1 heure. Et ça va être l'occasion de faire une petite pause. On en était à Caspa, on va continuer. Pour vous parler du partenaire du jour, les potes. Alors, c'est pas un live téléachat, restez avec moi, je vais vous parler de Masa. On reste dans du fonda, pour le coup. Masa qui est un layer 1 monolithique qui n'est pas fermé à l'idée d'être modulaire, mais qui cherche à proposer la décentralisation maximum. Il y aura la rediff pour le début, et pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, vous êtes déjà en train d'écouter la rediff. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à like. Voilà, ce sera sur ma chaîne Capet Crypto, que je vous remets dans le chat pour ceux qui m'écoutent en live. Voilà. Revenons à Masa, pardon, lapsus. Masa, Layer 1 monolithique, l'idée c'est de faire un concurrent d'Ethereum en Proof of Stake qui vise la décentralisation maximale. Pourquoi le Proof of Stake? Notamment parce qu'au moment où ils ont élaboré leur blockchain, ils voulaient quelque chose de suffisamment performant et qui consomme peu d'énergie. Si ça se trouve, dans un monde parallèle, tu vois, ils auraient pu se baser sur ce que fait Caspa, qu'on a vu juste avant, pour avoir des block times beaucoup plus courts. Bref, là je vais pas parler en leur nom. Merci beaucoup Foxy pour le sub. Bonsoir Capet, ultra motivé en ce moment, je viens de terminer je retrace ma vie pro depuis 2018, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super. On est en train de voir quel est Caspa. Donc, moi, quand j'ai vu le projet, j'ai bien kiffé. Parce que c'est des gens qui sont extrêmement brillants en mathématiques, en informatique, qui sont derrière le projet. C'est des Français ou des francophones. Notamment le CTO avec qui je m'entends super bien. On a aussi dans l'équipe technique un gars qui a bossé pour Trésor Bank. Je crois que ça s'écrit comme ça. Trésor Bank, pardon. Qui a été racheté par la Société Générale, qui appartenait à l'époque à Benjamin Jaillet, quelqu'un avec qui j'ai bossé quand j'étais dans le secteur des télécoms. Je n'ai pas bossé pour lui, j'ai bossé avec lui. Voilà, petite précision. Coucou à Benjamin, si jamais il m'écoute un jour. Et du coup, Trésor, c'est une banque en ligne. Hein. C'est un service de banking as a service. Donc, c'est des gens qui sont très forts techniquement.
en mathématiques, en informatique, en base de données, en tout ce que vous voulez, qui sont derrière le projet Massa. Le but étant de proposer un Ethereum en beaucoup plus décentralisé. Donc, attention, il faut doser quand même. C'est pas du niveau de la décentralisation du Proof of Work, on reste sur du Proof of Stake. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une ICO. L'ICO en pre-sale, elle s'est faite avec des gens qui se sont rapprochés de Massa, du monde académique, je crois, des investisseurs, des médias, etc. Nous, en tant que Coin Academy, on est investisseurs sur Massa, il faut le savoir. On a mis quelques sous dessus. Donc, quand je dis Coin Academy, c'est Capet, Picsou, le reste de l'équipe. Voilà. Et pourquoi on a mis des sous dessus? Parce qu'on aimait bien la vision. Une crypto-monnaie qui cherche à faire de la décentralisation. Voilà. Combien? Ça, je vais pas vous dire. Je préfère pas vous dire. C'est pas très touchy, mais je préfère pas vous le dire. Voilà. C'est pas... on est à moins de 10 000. Voilà, déjà, je t'ai donné une belle donnée. Et donc, pour revenir sur cette information, donc l'idée, décentralisation, ça je l'ai dit à peu près 15 fois. Ensuite, je vous ai noté les points clés du projet Massa. Donc déjà, décentraliser la répartition du supply de jetons. Pourquoi? Parce que quand tu fais du Proof of Stake, ça veut dire que tu gères des nœuds validateurs où tu délègues la validation. Donc là, pour le coup, c'est pas de la preuve d'enjeu déléguée, à ma connaissance, c'est de la preuve d'enjeu tout court, comme Ethereum. Donc ça veut dire que c'est à toi de monter ton nœud et de poser tes massas dedans pour devenir un nœud validateur sur le réseau. Et justement, ce qu'ils voulaient, c'est que, tu vois, quand je t'ai précisé, c'est moins de 10 000 dans notre cas, normalement, j'ai pas un visu sur tous les investisseurs, mais la promesse qu'ils ont fait, c'est que t'as pas quelqu'un qui arrive comme une grosse baleine et qui rachète 10% du supply. Ils ont essayé de diluer un maximum entre les différents investisseurs qui peut acheter du jeton pour pas avoir une centralisation au niveau du jeton et donc derrière au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion des transactions, etc. Parce que oui, si tu es suffisamment gros en tant que baleine, tu fais plein de nœuds. Donc déjà, tu touches une inflation sur les nouveaux jetons créés, les frais de transaction, etc. Mais tu peux aussi censurer des transactions si tu as suffisamment de pourcentage du supply. Donc ça, ils l'évitent. Ensuite, décentralisation dans l'exécution, parce qu'ils arrivent avec un concept de smart contract automatisé, où tu peux créer de l'automatisation au sein des smart contracts sans passer par des services tierces type Gelato. Et ça permet notamment sur des applications comme excusez-moi, c'est la fatigue. De la finance décentralisée type des DEX, tu vois, Decentralized Exchange, etc. Ou des protocoles de lending borrowing, d'automatiser certaines tâches. Par exemple, sur un DEX, proposer des ordres limites. Dire, voilà, avec un carnet d'ordre, voilà, je veux acheter tel jeton à tel prix, etc. Tu vas me dire, oui, mais tu as déjà des protocoles qui font ça. Oui, mais ils le font avec Gelato, notamment. C'est le cas de SpookySwap. Tu vois, SpookySwap, sur la blockchain Phantom. Quand tu vas dessus, tu peux voir dans Swap qu'il y a un mode avancé. Et le mode avancé te permet de mettre des ordres limites. Attendez, parce que là, on en cache un bout. Hop. Tu peux mettre des ordres limites. Et ça, ils le peuvent grâce à Gelato. Tu vois. C'est pas géré nativement par la blockchain Phantom. Voilà. De même, quand tu vas sur Liquity, on en parlait tout à l'heure, Liquity qui est un protocole de lending borrowing concurrent à MakerDAO. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas choisir un front-end, tu vas interagir avec l'application, ok. Tu as prêté des fonds, et imaginons que tu te retrouves sous-collatéralisé par ce protocole. Excusez-moi, je me connecte. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tu es sous-collatéralisé, le protocole, pour pas se retrouver endetté à cause de toi, il va devoir liquider une partie de ton collatéral pour pouvoir se rembourser. Cette liquidation, elle n'est pas faite de façon automatisée. Tu as des gens qui vont devoir manuellement le faire. Donc en fait, quand ils font une action manuelle sur une interface, derrière, ça va déclencher une action côté smart contract. Donc il y a une transaction derrière. Tout ça, c'est des choses qui sont faites manuellement. Et grâce au smart contract automatisé, tu peux automatiser cette tâche. Donc voilà, ça peut éviter certaines attaques, certains points de contact, ça permet de décentraliser. Ensuite, décentralisation dans l'hosting. Par exemple, MyEtherWallet, qui est un wallet en ligne pour interagir avec Ethereum. À l'époque, ils avaient subi une attaque. Vous voyez, MyEtherWallet, c'est un site internet. Ça veut dire que tu as une entreprise ou une personne qui a acheté un domaine, ici en l'occurrence myetherwallet.com. Et ensuite, ce domaine, quand moi je tape sur internet myetherwallet.com, qu'est-ce qui se passe en réalité? Je fais une requête
où je demande à un serveur de me dire quelle est l'adresse IP derrière MyEtherWallet. Ce serveur DNS va me dire, eh bien écoute, l'IP derrière MyEtherWallet, c'est l'IP, je te dis une bêtise, hein, 168.2.35.1, d'accord? Donc ça veut dire que potentiellement, si tu arrives à faire une attaque sur le serveur DNS, tu pourrais détourner les gens sur un site internet qui n'était pas le site officiel. Par exemple, imaginons j'arrive à attaquer le DNS derrière MyEtherWallet, ben je vous redirige vers mon site, ensuite vous pinguez sur mon site, vous connectez votre wallet, vous mettez votre private key, et puis hop, j'ai accès à votre private key et je vous vole vos fonds. Ça, c'est assez dérangeant, tu vois. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans le monde des crypto-monnaies. Donc l'idée, c'est de proposer des noms de domaine en .massa ou en .autre chose qui soient hébergés directement sur la blockchain, d'accord, et de proposer un wallet qui se télécharge, qui s'appellera d'ailleurs Massa Wallet, hein, normalement, pour que tu puisses interagir directement avec cette interface sans passer par tous ces délires de DNS, etc., pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Donc, ça t'évite de passer par des hosts centralisés, puisque tout passe par la blockchain, et ça t'évite des vecteurs d'attaque, tu vois. Donc, j'en parle ici, notamment. Donc Massa n'est pas encore sorti, le jeton n'est pas encore sorti. Je peux pas aller trop loin dans le jeton parce que de toute façon ils nous ont pas fait de communication particulière sur la tokenomics. Mais j'ai peur avec cette loi influenceur encore une fois de potentiellement me faire taper sur les doigts. Donc j'essaie d'être vigilant par rapport à ça. Voilà, en tout état de cause. En fait, la loi influenceur me permet de parler d'un projet, mais je peux pas pousser à l'achat. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai été rémunéré pour vous en parler aujourd'hui, sous forme de live et sous forme de vidéo. Je tiens à être transparent avec vous jusqu'à présent. Et je pense être dans mon bon droit en faisant ce que je fais actuellement. Mais voilà, si jamais l'autorité des marchés financiers m'écoute, ça part pas d'une mauvaise intention. Je ne pousse pas à l'achat aujourd'hui, je présente le projet. Sinon, bah, je peux plus présenter le projet, quoi. Voilà. Donc on continue. Massa est encore en période de testnet. D'accord. Ça va bientôt sortir. Le jeton aussi d'ailleurs. Et toujours dans cette logique de décentralisation, ils ont voulu proposer de la facilité pour créer des nœuds. C'est-à-dire qu'un simple ordinateur avec 2 à 4 cœurs est capable d'héberger un nœud. T'as pas besoin d'une machine de guerre. Et t'as pas besoin non plus normalement d'avoir beaucoup de jetons pour devenir un nœud et participer à la décentralisation du réseau. Voilà. Il y a des tutos pour créer des nœuds sur Windows, sur Linux, sur Mac. C'est directement dans la documentation de Massa. Nous, à l'époque, on avait fait un tuto, mais c'était sur un testnet plus ancien, donc j'imagine que ça a changé depuis. Donc vous pouvez vous laisser guider par les tutos. Donc la petite particularité aussi, c'est la gestion des blocs pour avoir normalement 10 000 transactions par seconde. En fait, ils ont mis en place, un petit peu comme Cadena, tout à l'heure m'en parlait dans le chat, un système qu'ils ont appelé, eux, bloc lattice, où en fait, tu vas avoir en quelque sorte plusieurs blocs qui vont être générés en parallèle sur différentes blockchains qui tournent en parallèle. En l'occurrence, on parle de trade ici. C'est comme si tu avais 32 blockchains qui tournaient en parallèle avec un bloc qui est généré tous les 16 secondes. Donc du coup, tu te retrouves à avoir un bloc généré toutes les demi-secondes, sauf que c'est pas sur la même chaîne. Au niveau de la finalité des transactions, tu n'es pas avec une finalité de 0,5 secondes. Pour le moment, en tout cas, c'est plus lent. Peut-être qu'ils arriveront à améliorer ça, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc du coup, quand tu vas faire une transaction, quand tu vas exploiter un smart contract, ça marche Rabbit. Bah ouais, mais je sais ça. Hein. Le truc, c'est que là, encore une fois, hein, je parle d'un projet, quoi. Je parle pas du jeton, je pousse pas à l'achat, je dis pas aller acheter sur telle plateforme, machin, truc. Je suis vraiment dans la présentation du projet. Mais je sais, c'est un peu particulier. Et ce qui m'embête encore plus, c'est que l'ici, désolé, je fais une parenthèse, on parle de la loi influenceur. Ce qui m'embête encore plus, c'est qu'on a déjà travaillé maintes et maintes fois ensemble, tu vois. Et je pense que l'autorité des marchés financiers veut éviter les abus, naturellement, et c'est pas le but ici. Et si problème il y a, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail en description, et voilà. Bref, je continue. Fini la parenthèse, l'influenceur. Donc, de la performance, de la décentralisation, de l'automatisation par le biais des smart contracts, voilà. Et donc, ils ont mis en place un petit système de quête pour quelques jours avec une récompense à la fin. La récompense à la fin, c'est laquelle? J'en sais rien, mais il y a une récompense à la fin. Bon, on m'a dit, parle du système de quête, il y a une récompense à la fin. Donc, pour les intéressés, le document est en description. Le dashboard est en description.
On va faire quelques quêtes ensemble. Alors c'est très simple. Ils ont essayé de combattre du mieux qu'ils pouvaient les bots. Le jeton servira de guest token, ouais. Donc pour combattre les bots, il va falloir lier un Discord. Il va falloir créer un wallet Massa. Alors vous pouvez voir d'ailleurs sur le côté droit. Sur le côté droit, on a 2 wallets. Excusez-moi, à cause du chat, on les voit pas bien. Premier wallet Beerbuy, deuxième wallet Massa Wallet. Le Massa Wallet n'est pas encore sorti. Ce sera un wallet qu'il faudra télécharger et exécuter sur son ordinateur. C'est pour éviter de passer par des extensions de navigateur. En attendant, tu as un wallet communautaire qui s'appelle Beerbuy qui est fonctionnel. Donc tu peux taper sur internet Beerbuy Wallet pour choper l'extension pour Google Chrome notamment. Moi je l'ai déjà, mais sinon tu fais get add-on, voilà, ajouter à Chrome. Ensuite, comme d'hab, ça va te demander de noter une suite de 12 mots. Tu le fais. Je vous invite donc à bien noter cette suite de 12 mots. Ne pas la perdre parce que c'est ce qui vous permet d'accéder à vos fonds. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, vous voyez, j'ai des massas sur le testnet. Pour recevoir des massas sur le testnet, c'est très simple. Vous allez sur le Discord. Hop. Moi, Discord, je l'ai déjà. Je vous l'affiche à l'écran. Une fois que vous l'avez, vous allez sur BuilderNet Faucet. Ils n'appellent pas ça testnet, ils appellent ça BuilderNet. Et vous faites comme eux. Vous envoyez votre adresse dans le chat et vous allez toucher vos jetons. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui font les quêtes. Ça bouge, hein. C'est affolant. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous envoie le Discord. En fait, je vous envoie tout. Hop. Voilà. Pour les intéresser. Et on va voir ensemble les quêtes. Donc c'est des trucs assez simples. Hein. Une fois que tu as installé ton wallet, que tu as noté tout ce qu'il fallait, il faut que tu cliques ici pour le lier, parce que par défaut, ce ne sera pas lié. Ok. Une fois que c'est lié, bon bah tu prends ton adresse, tu la balances là-dedans. Moi, de toute façon, ça va me dire que je l'ai déjà fait, mais voilà. Tu attends 16 à 20 secondes, tu vas recevoir 500 jetons Massa sur ton wallet et tu vas pouvoir commencer à faire toutes les quêtes. Donc les quêtes, ça se passe, pardon, j'ai déjà la page d'ouverte. Ici dans Quest, c'est tout en anglais, hein, sachez-le. Il y en a quelques-unes que j'ai faites. Donc par exemple, on vous dit de créer un wallet et de le lier. Bon bah ça je l'ai fait du coup. De connecter votre wallet à une application décentralisée qui s'appelle Joiler, qui a l'air d'être une application type réseau social. Bon, c'est un work in progress, hein, c'est pas très joli, on va pas se mentir, mais c'est surtout pour... Ça fonctionne sur portable, ton wallet? Non, faut faire ça sur PC pour le moment. Voilà, donc c'est surtout pour se familiariser avec l'écosystème. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il nous dit de créer un compte. Voilà, bon, moi, je l'ai déjà fait, du coup. Ensuite, une fois que tu as créé un compte, il te propose de créer un post. Alors, je vais créer un post. Hop, hop. Next. Coucou YouTube. Salut. Catégorie, on s'en fout. Hop, juste, on appuie sur Share et ça part. Ça part sur le réseau. Est-ce que tu as envisagé de centraliser une partie de tes docs dédiés à la crypto pour nous présenter en live sur Notion? Bah, c'est centralisé sur mon Google Drive pour le moment. Voilà, après, il vous propose de mettre un content pack. Donc, c'est un pack d'images, pareil. Ça peut être des NFT, ça peut être ce que vous voulez. Pack d'images, hop. Pack images capette. On s'en fout, j'en mets 20. Catégorie comique, catégorie supplémentaire Twitch. Allez hop. Ok. La rareté. Le prix de marché. Un massa. Voilà, je suis pas cher moi. Et je poste. On vous propose aussi d'aller acheter des NFT ici. Tac, tu fais Get Owned. Tu as des packs d'images que tu peux acheter. Punk Charger. Voilà. Comment transférer? Eh ben, tu mets l'adresse, tu balances ça maintenant. Tu confirmes la transaction. Vous voyez, on a une petite pop-up. C'est la pop-up du wallet, hein, Beerbuy. On confirme. Est-ce qu'il me l'a pris en compte? Transfert. Je sais pas s'il me l'a pris en compte. Hein. Je sais pas. Là, pareil, en mint. Bref, on s'amuse. Il peut y avoir des petits bugs. Hein. C'est du buildnet, ça sert à ça de toute façon. Voilà. Ensuite, donc, on nous dit d'aller sur l'Explorer Massa pour identifier notre adresse. Donc, l'Explorer Massa, clique dessus. Mass Explo. Notre adresse, elle est où? Elle est là. Search, voilà mon adresse. Et ensuite, vous voyez, sur
au-dessus du chat, pardon, il y a Complete Quest. On clique dessus, on confirme. Et on va voir une pop-up. On nous dit la même chose pour regarder une transaction sur l'Explorer Massa. Search for an address and create a new transaction. Alors, là, je pense qu'il faut qu'on change les adresses entre nous. Donc, on va faire très simple. Hein. On va aller prendre une adresse là-dedans au hasard. Hop. Et on va... Ça sert à quoi? Non, 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 c'est pas ça que je veux. Créer le bloc. Non, non, non. Je vais faire Complete Quest. Je sais pas s'il va me la valider. Dans le doute, je vais lui envoyer un petit massa. Send. Je mets l'adresse. Vous voyez pas trop, hein. Moi. Send. Hop, je lui envoie 2 massas. Continuer. Ça, le KG, c'est les frais de transaction. Hop. Et voilà. Mon historique de transaction. Ensuite, je remets un petit coup de Complete Quest, histoire d'être sûr. Si jamais, peut-être que, vous voyez, là, je vous le dis, j'ai fait des tests avant, c'est pour ça que c'est pas parfaitement spontané. J'ai un peu préparé le truc avant, parce que s'il y avait des big bugs, ça aurait été un peu relou. Des fois, ça vous met pas quête validée tout de suite, et quand vous allez dans les quêtes passées, il n'y a rien. C'est pas grave, c'est le temps que ça s'écrive en base de données, ça peut mettre quelques heures. Faut pas s'inquiéter, ok? Voilà, donc il y a tout plein de quêtes à faire. Le wallet Massa, comme on a vu Massa Wallet, le wallet téléchargeable, il n'est pas encore téléchargeable. Donc de toute façon, ça on peut zapper. Pareil pour la partie bridge, le bridge n'est pas encore disponible. Mais sinon, on peut continuer les autres quêtes que j'ai pas fait, tu vois. Minter, j'approuve. Je mint. Allez, mint-moi tout ça, frérot. Vous avez compris le principe. Massa Station, ça marche pas bien. Oui, c'est parce que tu peux pas le télécharger, tout simplement. Massa Wallet. Voilà, on va laisser minter. Vous avez compris le principe, hein. De toute façon. Participer à... Alors, vous voyez, en plus, c'est ça qui est intéressant, en fait. Pourquoi ils ont voulu faire ça? C'est vous montrer que c'est quand même assez rapide pour une blockchain qui essaie de se décentraliser au max. On n'a pas un block time extrêmement lent. C'est relativement rapide, donc ça fait plaisir. Cette crypto aura un jour une valeur, bah dès qu'elle sera listée, ça aura une valeur, oui. Bien sûr. Alors après, est-ce que ça va monter, ça va descendre? Ça, je sais pas, c'est le marché qui décide, frérot. Ça, là-dessus, je te fais pas du tout de conseil d'investissement. Moi, j'ai investi early, j'aime le projet, tu vois. Mais là-dessus, low influenceur ou pas, je te dis, j'en sais rien du tout. Ça, c'est le marché qui décide, et on est en bear market. Participer à une course. On va participer à une course. Allez. On peut pas. Play game. Y a pas. Enter fee. Allez. Mint now. Mais je croyais que j'avais déjà. Un petit peu capricieux. On attend un petit peu. 16 secondes max. Hein. Voilà. Go to my garage. Mascar. Ouais. Donc j'ai, hein. Play game. Là, c'est sûr que j'ai minté. Enter lobby. Hop. Confirmé. Ça va, c'est assez rapide, hein. Pour avoir testé pas mal d'applis Web3, alors c'est pas très esthétique, hein, j'en conviens. Mais en tout cas, niveau UX, ça va. Ok, je suis dans la course. Ensuite, qu'est-ce qu'il me raconte? Watch a Mascar Race, ok. Donc je peux regarder une course. Voilà. Entrée, ouais. Bon, faut peut-être attendre que la course termine, je sais pas. Ensuite, next. Play RG Game Counterfeit Reality. Ça, je l'ai pas fait. Lire les instructions. Je sais pas trop comment regarder. Moi non plus encore. Ok, faut aller sur le Discord. Counterfeit Reality. Toujours sur Massa. Donc il est où Counterfeit Reality là?
Fais voir. Where's dashboard? J'ai pas compris. Le channel n'existe pas en fait. Parce que si je veux faire les énigmes... Si, il y a un faucet de dispo, il faut que tu ailles sur BuilderNet juste ici. Et tu l'as. Bref. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas me prendre la tête sur le how to play. Ça se passe directement sur Discord. Donc on verra ça à un autre moment. Parce que les quêtes sont sur Discord. Elles sont pas sur le site, je pense. Ensuite, là ça m'intéresse. Douza, alors pareil. Je suis en contact avec l'équipe Douza depuis le début du projet. Je vais vous en parler rapidement et après on va pouvoir réenchaîner sur le top. Sur le top 100. Parce que vous êtes là pour ça, pour beaucoup. Douza, donc c'est un concurrent d'Uniswap qui a été fondé par un Français et d'autres personnes. À la base, ils voulaient build sur NIR Protocol et quand ils ont rencontré Massa, ils ont préféré build sur Massa plutôt que NIR, notamment grâce au smart contract automatisé. Donc, on va pouvoir tester directement Douza en temps réel. Je suis un classique. Voilà, je vais changer du Massa contre des USDC. Donc, j'ai 10 Massa contre tant d'USDC, beer buy, approve. Pourquoi il me dit ça? Il me dit que j'ai pas de balance. Faut que je fasse S5 peut-être. Tu vois? Ah, c'est des wrapped Massa. J'ai pas de wrapped Massa moi. Ah, c'est qu'il me faut taper dans ce faucet, fais voir. Je sais pas pourquoi ils prennent pas les jetons natifs, j'avoue. Voilà. Remaining time before next quest. Ok. Revenons-en. Voilà, j'ai 2000 wrap massa. Putain, ça en fait, hein. Ah bah là, on va pouvoir choper du dollar, hein, les refs, hein. Le prix n'a aucun sens, là, ici, hein. Si jamais le prix ne veut rien dire. Je sais pas à quoi ça sert, une crise allowance, mais je le fais quand même. Parce qu'il me disait que j'en avais pas assez, juste en dessous. Ah, je peux choisir après de le faire une fois ou plusieurs fois. Ça doit être des consignes de sécurité, je pense. En tout cas, c'est un peu lent. Ici, j'aime pas trop quand c'est lent comme ça. On va laisser faire. Il y a quoi d'autre en attendant Créer du DCA on-chain. Rajouter des liquidités. D'accord. Ah, là, c'est lent. Frérot. DCA on-chain, fais voir. Start DCA. Fais voir, pareil. Tous les 1 minute, 10 fois, d'accord. On peut faire minute, heure, jour. Oui, c'est pas mal ça. Fais voir. Il me le prend ça ou pas? Non. Merci pour le sub, Risa. Merci beaucoup. Ok, start DCA, c'est parti. Hop, ça part. Voilà, donc du coup, l'intérêt du smart contract automatisé, c'est notamment ça, c'est de pouvoir automatiser des stratégies type DCA, etc. Faire ça plus facilement. Pool, my pool. You have no liquidity. Pour ça, il me faut différents jetons pour pouvoir tout faire. Donc il faudrait que la partie swap, ça arrête de me troll. Est-ce que tu peux fonctionner, s'il te plaît, frérot? Sinon, on va passer par la pool. Hein. Pas par la pool, pardon. Par DCA. Pour demander des allowances. Histoire que ça passe. Et qu'ensuite, on puisse le faire de ce côté-là. Il y a peut-être un bug sur la page principale. Je ne sais pas. Bon, on va pouvoir enchaîner sur le top 100. De toute façon, je voulais faire les quêtes avec vous.
voyez, c'était histoire de voir un petit peu les galères, les trucs comme ça aussi. Vas-y. Si je vais là, maintenant, que je demande de l'USDC, normalement j'ai de l'allowance. Hein. Voilà, il m'en met pas. Vas-y, je capitule. Allez, c'est bon, je me casse. Désolé les frérots, petit bug ici, ça sert à ça hein, si un buildnet. Hein. C'est corriger les bugs. Pas grave. Sachant que là, le bug, il est côté Douza, il est pas côté Massa. Hein. Mais ils vont corriger ça, y a pas de souci. Ok, allez, on enchaîne par le top 100. Encore une fois, tout ce que j'ai fait, vous avez les liens en description. Je vous prends pas la tête plus longtemps. On enchaîne, on était à Caspa. Hop. Après Caspa, on a qui? On a AV, on l'a fait en AV. Après Rocket Pool, bon, c'est comme Lido. Hein. Rocket Pool, je vous le mets direct, c'est un protocole de liquid staking qui a son propre jeton de gouvernance. Staker ses ETH. Oula! J'arrive pas à nous trouver page 1, j'aime pas ça. Hein. Bon, on parle de Lido et des différents concurrents directement dans cet article. Hein, donc voilà. Normalement, Ethereum, c'est du proof of stake non délégué. L'idée ici, donc, c'est de pouvoir déléguer une partie de tes Ethers pour toucher un rendement. Eux, ils vont compacter les différents Ethers pour créer des validateurs. Et si tu veux participer à la gouvernance de ce protocole, tu achètes leur jeton de gouvernance, le fameux Rocket Pool ETH que je viens de présenter juste avant. Ensuite, Algo. Algo, donc Algorand, qui a été créé par quelqu'un d'extrêmement brillant qui est le fondateur des Zero Knowledge Proof, hein, je crois. Hein. Zero Knowledge. Laissez-moi vérifier. Zero Knowledge Proof. Alors, comment il s'appelle déjà l'inventeur? Inventor. Alors, il y a Shafi Goldwasser, Silvio Micali et un autre. Et si je mets Algorand, c'est lequel du coup? Silvio, voilà, c'est Silvio. Donc, non disponible en anglais, d'accord, il l'a enlevé. J'ai pas compris. Bref, l'inventeur des Zero Knowledge Proof est derrière le projet Algorand. Moi, j'ai vu de mes yeux l'inventeur du projet pendant une PBWS, quelqu'un d'extrêmement brillant, qui est lui aussi très branché décentralisation d'ailleurs. J'aime bien Algorand, alors je vais vous dire ses qualités et ses défauts. Le défaut, pour commencer, apparemment c'est un cauchemar de construire des applications dessus, pour ça qu'il y a peu de développement dessus. Et si on va sur Algorand d'Efiliama, je pense qu'il y a peu de TVL dessus. Et ça c'est très dommage pour un concurrent d'Ethereum. Mais il y en a quand même quelques dizaines de millions, c'est pas trop mauvais. Propose du real world asset, d'ailleurs, bon, pas trop mauvais. L'avantage, c'est qu'ils ont un système de proof of stake qui est extrêmement intéressant. Nous, on est habitué au proof of stake où justement, tu viens bloquer des jetons. En fait, sur Algorand, c'est un système différent. À partir du moment où tu es holder d'un jeton, tu stakes déjà, tu participes déjà à la gouvernance, à la décentralisation, etc. Et tu touches déjà un rendement, juste en étant un holder. Donc du coup, tu as un revenu passif qui se fait constamment. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une blockchain qui est assez performante avec une finalité des transactions de quelques secondes, très rapide, des frais de transaction bas, des performances au rendez-vous, quelqu'un de brillant derrière l'équipe. Bref, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses chez Algorand. C'est juste qu'ils ont un peu raté leur bull run. Il y a eu une poussée, mais bon. Rien de fou. Et ça a très vite rechuté. D'où vient ce rendement? Bah, l'inflation et les frais de transaction. Tout simplement. Voilà, il y a une inflation, hein. Tout le supply n'a pas encore été émis, donc sans même parler de Ponzi, c'est juste... t'as de l'inflation, et puis il y a des frais de transaction qui sont payés pour faire passer les transactions, comme toutes les blockchains. Hein. Voilà. Je sais plus si on a une analyse d'Algorand sur Coin Academy. Laissez-moi vérifier. S'il n'y a pas, il faudrait. Je crois qu'il y a. Oui, il y a. Putain, on a tout sur site, c'est une dinguerie, hein, franchement. Voilà, est-ce que c'est utile? Bah oui. Après, est-ce que ça va survivre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est utile? Oui. En tout cas, c'est de très bonne volonté. Ensuite, on a The Graph.
Alors The Graph, rien que d'y penser, c'est un peu cher à expliquer. En gros, eux, ils ont la particularité d'indexer des données. Alors c'est quelque chose qui aurait pu se faire sans jeton, mais ils l'ont fait avec un jeton, pourquoi pas. Indexer des données liées à la blockchain. Ils se sont beaucoup proclamés comme le Google de la blockchain. Pourquoi? En fait, le concept de Google, c'est quoi? Par exemple, quand je tape Capet le vrai, qu'est-ce que je vois? Bon, on voit mon Twitter, on voit mon YouTube, on voit mes bons plans PC, on voit tout ce que je fais sur Internet. Pourquoi? Parce que tout simplement, Google, il va regarder tout ce qui se passe sur Internet et il va le référencer sur Google pour que toi, en tant qu'utilisateur de Google, tu trouves très rapidement ce qui se passe sur Internet. En fait, il te mâche le travail. À un tel point qu'aujourd'hui, on se dit Internet, c'est Google. Mais en fait, non, c'est juste que c'est le meilleur moteur pour indexer des données et pour nous permettre d'arriver directement à ce qu'on cherche. D'accord? Bah là, c'est la même chose. The Graph, ils sont connectés à plein de crypto-monnaies. Plein. Explore Data. Et ils te permettent d'avoir accès à des données de ces crypto-monnaies sans galérer à te brancher à la blockchain, parser les infos, etc. Ils vont le faire pour toi. Donc si tu as accédé à des données en particulier, eh bien, tu vas pouvoir passer par ce petit The Graph. Donc je crois que tu peux héberger toi-même, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est ce protocole ou pas, mais il me semble que tu peux faire sans jeton en tapant directement dans la doc de The Graph, ou alors payer du jeton pour pas avoir à hoster l'infra toi-même. Bref, ils te permettent d'avoir accès à toutes sortes de données. Voilà. Et donc leur jeton sert à payer pour avoir accès à ces données. Donc ils disent avoir 942 subgraphs, ça veut dire qu'ils sont connectés à 942 blockchains, applications décentralisées, etc., etc. Tout simplement. Donc est-ce que c'est utile? Oui, assez. Assez. Après, est-ce que le jeton est fondamentalement supra utile? Je sais pas. Je sais pas si on peut s'en passer du jeton. Donc c'est là la question que je me pose. Est-ce qu'on a un article dessus? Oui, putain, mais on a tout. C'est une dinguerie. Je fais pas de mec. Hein. Il y a des fois, je doute. Mais en fait, on a vraiment couvert quasiment tout le top 100 sur Khan Academy. Whitebeast, je ne connais pas. Là, pour le coup, je ne connais pas. Alors, je vais faire l'effort, du coup, d'aller chercher. Si je botte en touche, eh ben, on se gardera ça pour une autre émission. Alors, premier réflexe. Comme je connais pas, je sais que c'est pas sur Khan Academy. Donc, premier réflexe, je tape Whitebit, Bybit Learn. Est-ce que Bybit en a parlé? Non. Alors, ce sera un exchange déjà, pour commencer. Ah, bah c'est un exchange. Voilà. Tout simplement, c'est un exchange qui a son jeton d'exchange. Largest crypto to fiat exchange in Europe. C'est européen. Ok. C'est européen où? About Company. Ils sont où eux? Parce qu'ils ont sponsor de l'Ukraine, de Barcelone, du Faceit. Ah mais oui, Whitebit, mais je suis con. Ils avaient même sponsorisé un événement sur Counter-Strike avec KRL. Et KRL avait gagné. Putain, c'est vrai. Bon bah du coup c'est un exchange. Je sais pas ce qu'il en est au niveau des réglementations. Laissez-moi regarder les frais. D'accord, les frais sont assez compétitifs. Il y a l'air d'y avoir du choix. Est-ce qu'il y a du volume? Je découvre. Hein. Whitebit volume. CoinMarketCap, on en est au niveau volume. 450 millions de volume, mais c'est énorme. En spot? Mais attends, mais tu te fous de ma gueule, mais je sors d'une grotte ou... 45e. Trust score assez bas. Il y a beaucoup de choix de jetons. Il gère le dollar, l'euro, etc. Bon, bah, j'imagine que niveau réglementation, c'est pas les derniers des ploucs quand même. Ok. Anti-money laundering policy. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Compliance officer. Je voudrais juste voir où est-ce qu'elle est localisée la boîte, juste par curiosité. Tant qu'on y est. Est-ce qu'ils ont un Wikipédia? C'est ukrainien, je crois. Ah non. C'est quoi ce drapeau? C'est pas la Biélorussie, un truc comme ça? Excusez-moi, manque de... Est un exchange ukrainien. Quartier général en Lituanie. Très bien. D'où l'implication un petit peu avec CS et tout quand tu connais Navi, quoi.
T'en fais voir. Navi, Whitebit. Est-ce qu'il y a eu un truc entre Navi et Whitebit? Non. Non, non. Ok. Arrête de dire des conneries, Clash Royale, je vais me faire ban. Arrête de dire des conneries. Ok. Et bah écoutez, on arrive à l'USDD. L'USDD, donc le stablecoin de l'ami Justinson, qui est une copie conforme de l'UST de Luna. Hein. Il faut le savoir. C'est-à-dire que, à l'époque, t'avais du Luna qui était créé avec encore protocole et compagnie. Là, pareil, tu as un protocole où, en gros, c'est collatéralisé par du TRX. C'est surcollatéralisé et tu touches un rendement en USDT. Alors, je sais plus quel est le yield, mais c'est un yield qui est complètement aberrant. 20 ou 30% de yield à l'année, ce qui est extrêmement appétissant. Mais là où il a été très fort, Justinson, bon, déjà, c'est que ça a des pegs, mais ça finit par repeg. Déjà, bravo. Mais c'est là où est très fort Justinson, c'est que Terra Luna, et on terminera cette émission là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si vous m'écoutez sur YouTube ou sur Twitch, ça fait plaisir. Il y aura d'autres émissions, on continuera le top 5 bien entendu. Regardez, quand on va sur les marchés gérés par l'USDD, qui gèrent l'USDD, qui en a? En triant par volume. On a Poloniex. Poloniex appartient à Justinson, ça a été racheté par Justinson. Ensuite, on a Uobi, qui est probablement dans les mains de Justinson aussi. Ensuite, on a Truebit, je sais pas ce que c'est. Ensuite, on a MEXC qui fait moins de volume. Bon, en gros, l'erreur de Terra Luna, c'est d'avoir grossi trop vite, trop tôt, en listant l'UST Luna partout. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, tu pouvais shorter le Luna. Donc, quand c'est parti en cacahuète, souvenez-vous du crash Luna, avril 2022, de mémoire, tu pouvais shorter le jeton. Tu pouvais shorter l'UST, tu pouvais shorter l'USDD. Là, on a un collatéral en jeton, certes. C'est pas du pur vent, contrairement au Luna, mais ça s'en rapproche parce que c'est quand même Trust Justinson, donc c'est un peu compliqué. Bon, il y a du TRX, il y a du BTC, etc. Est-ce qu'on peut savoir à quel point c'est collage? Je sais plus. Je sais pas où c'est. Faudrait regarder en détail. Bref. Mais bon, tout ça pour vous dire que tu ne peux pas shorter l'USDD. Donc, c'est un stablecoin totalement centralisé qui sort un rendement de je ne sais où. Franchement, je ne sais pas d'où. C'est de la magie. Je sais même pas pourquoi Justinson le fait. Il a un intérêt économique à le faire, évidemment. Évidemment. SunSwap. Putain. Je sais pas ce qu'il nous a fait, le coup. Je sais pas quelle est l'arnaque derrière. Je sais pas comment ça tient. C'est un miracle. C'est un miracle, vraiment. Mais ça tient depuis peu de temps après le crash Luna, en fait. Mois de mai. Luna crash en avril, et là, ça tient. Voilà, donc on terminera l'émission là-dessus. Justinson est un magicien. On s'arrêtera donc à 51, le layer 2 de Bitcoin qui s'appelle Stacks. On s'arrête à Stacks, le L2 de Bitcoin. Du coup, j'ai pas répondu à la question Whitebit. Utile ou pas? Bon, bah c'est un jeton d'exchange, donc c'est parier sur l'exchange. L'USDT, c'est parier sur Tron. Et Justinson, faites gaffe à vous, les copains. J'espère en tout cas que cette émission vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Capet Crypto, à me laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire, une critique, s'il y a une critique à me faire. Je les prends avec plaisir, je lis tout. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde.